Dans une journée, Adrien Scott marchait d'un pas vif dans le couloir du palais de justice. Ses chaussures en cuir poli claquaient brusquement contre le sol en marbre. Avec plus d'une décennie de service à son actif, Adrien ressentait un profond sentiment de fierté. Son uniforme n'était pas seulement un symbole d'autorité. C'était son outil pour contrôler et dominer, en particulier les personnes qu'il considérait comme inférieures à lui. Pour Adrien, la loi visait moins à protéger les innocents qu'à maintenir les indésirables dans le droit chemin. Ce jour-là, son travail consistait à assurer la sécurité lors d'un procès crucial. Un homme noir était accusé de vol. Et comme d'habitude, Adrien avait déjà pris sa décision sur l'affaire. Ils sont tous pareils, pensait-il amèrement. Juste des criminels, rien de plus. Alors qu'il avançait dans le couloir, ses yeux se plissèrent en scrutant les gens autour de lui, principalement des témoins, des avocats et des officiers de justice. Mais une personne attira son attention. Une femme noire, vêtue d'un tailleur professionnel élégant, marchait dans sa direction. Elle n'était pas tape à l'œil, mais dégageait un air de sophistication qui mettait Adrien mal à l'aise. « Regarde où tu vas » lança-t-il d'une voix sèche et pleine d'irritation. La femme s'arrêta, surprise par son éclat. Elle hocha simplement la tête. « Désolée, je ne voulais pas te croiser » dit-elle calmement. Mais pour Adrien, ce n'était pas suffisant. « C'est typique » marmonna-t-il dans sa barbe. « Vous ne savez jamais où est votre place. » La femme ne répondit pas, mais Adrien vit le léger froncement de sourcils sur son visage. Cela ne fit que l'irriter davantage. Il croisa les bras, se postant sur son chemin. « Que faites-vous ici ? Cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. » Elle leva un sourcil, imperturbable. « J'ai des affaires au tribunal, » répondit-elle d'un ton égal, comme si elle énonçait un fait. Un sourire narquois se dessina sur le visage d'Adrien. « Laissez-moi deviner, » dit-il sarcastiquement. « Vous êtes ici pour soutenir le droit de l'accusé ? Ou peut-être êtes-vous une de ces personnes qui aiment crier justice chaque fois que quelqu'un est arrêté ?» La femme ne broncha pas à ces mots. Elle resta simplement là, les yeux rivés sur lui. Le couloir devint silencieux, quelques spectateurs commençant à remarquer l'échange tendu entre l'officier et la femme. Le sourire narquois d'Adrien s'accentua. Il contrôlait la situation. Après tout, il était policier, et elle n'était qu'une autre femme noire à ses yeux. « Vous n'avez pas votre place ici, » dit-il froidement. « Partez maintenant. » L'expression de la femme ne changea pas. Elle resta calme, presque détachée. « J'ai parfaitement le droit d'être ici, » déclara-t-elle d'une voix ferme mais posée. Le tempérament d'Adrien s'enflamma. « Je ne pense pas, » ricana-t-il. « Je ne te laisse pas perturber les choses ici. » Sans réfléchir, il leva la main en faisant signe à deux autres officiers à proximité. « Sortez là, » ordonna-t-il. Les deux officiers échangèrent des regards incertains, mais sous l'ordre d'Adrien, ils s'approchèrent de la femme. « Veuillez quitter la zone » dit l'un d'eux avec hésitation. Mais la femme ne bougea pas. Elle ne discuta pas et ne montra aucune peur. Elle resta simplement immobile, les yeux fixés sur le visage d'Adrien, inébranlable. Adrien ressentit un pincement de frustration. Il s'avança et donna à nouveau l'ordre, cette fois avec plus de force. « J'ai dit, sortez là. » Les officiers attrapèrent la femme par les bras et la tirèrent vers la porte. L'air autour d'eux s'épaissit, alors que des murmures commencèrent à s'élever de la foule dans le couloir. Certaines personnes les regardaient avec incrédulité. D'autres chuchotaient entre elles. Mais Adrien était trop absorbé par son propre sentiment d'autorité pour le remarquer. Il observa la femme être traînée dehors, un sentiment de satisfaction l'envahissant momentanément. Avant que la porte ne se ferme derrière elle, la femme se tourna légèrement, croisant son regard une dernière fois. Pendant un bref instant, Adrien sentit un frisson lui parcourir le dos. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un calme qui le déstabilisa. Mais il écarta rapidement cette sensation. Juste une autre femme noire remise à sa place, marmonna-t-il dans sa barbe, essayant de repousser ce sentiment. Adrien Scott se tenait debout, les bras croisés, regardant la femme être expulsée de force de la salle d'audience. Ses collègues au point de contrôle de sécurité avaient suivi ses ordres sans poser de questions, leurs mains serrant fermement ses bras alors qu'il escortait dehors. Il ressentit une vague de satisfaction. C'était ainsi que les choses devaient être. Une femme noire osant défier son autorité avait été remise à sa place. Alors qu'elle franchissait la porte, Adrien s'autorisa un sourire suffisant. Mais avant qu'elle ne se referme complètement, elle tourna légèrement la tête, ses yeux se fixant sur lui pendant un instant. L'air dans le couloir devint immobile. Ce n'était qu'un regard fugace, mais Adrien y perçut quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Les yeux de la femme étaient froids et calculateurs, mais il y avait autre chose.
Ce n'était pas de la peur, ni de la colère, juste un calme troublant. Comme si elle n'était pas du tout secouée par l'épreuve. Comme si cela ne lui importait pas. Cette pensée envoya un frisson dans le dos d'Adrien. Mais il haussa rapidement les épaules. Elle n'était qu'une autre personne noire, après tout, quelqu'un qui avait besoin d'une leçon. Adrien secoua la tête pour dissiper ce sentiment troublant. Il reporta son attention sur le couloir, mais quelque chose avait changé. Les gens le regardaient différemment, maintenant. Certains semblaient confus, d'autres le jugeaient en silence. Quelques officiers de justice jetèrent un coup d'œil dans sa direction, leurs yeux inquiets, mais personne ne parla. Pourtant, la tension montait, et la confiance d'Adrien commença à vaciller. C'est alors que Jonathan Pierce, un éminent avocat des droits civiques, connu pour ses victoires au tribunal, entra en scène. Il avait observé l'échange de loin, et maintenant, il s'approchait d'Adrien. Son visage restait indéchiffrable. « Adrien Scott », dit-il d'une voix calme mais sèche. « Sais-tu ce que tu viens de faire ?» Adrien se tourna vers lui, son expression dure. « J'ai fait ce que j'avais à faire, elle n'avait pas sa place ici. » Les yeux de Pierce se plissèrent, il secoua la tête. « Tu viens de virer l'une des personnes les plus importantes de ce pays. » Il jeta un bref coup d'œil vers l'endroit où la femme avait disparu. Cette femme est le docteur Emily Carter, directrice adjointe de la Sécurité fédérale. Tu viens de renvoyer un haut fonctionnaire du gouvernement. Adrien se figea. Pour la première fois, son arrogance se brisa, son esprit s'emballa. Docteur Emily Carter, directrice adjointe de la Sécurité fédérale. La réalisation le frappa de plein fouet, comme un train lancé à toute vitesse. Un lourd silence était tombé. Le visage d'Adrien avait pâli. Son monde, autrefois sécurisé, commençait à s'effondrer. Comme si c'était un signal, la voix du docteur Carter avait résonné dans le couloir, calme mais ferme. « J'ai besoin d'un groupe de travail ici immédiatement », avait-elle dit dans son téléphone. Les mots avaient résonné dans les oreilles d'Adrien, son corps restant figé. Pierce, qui l'observait maintenant attentivement, avait parlé de nouveau. « Je vous suggère de préparer une explication pour vos actions », l'avait-il averti. « Parce que je vous promets que ce n'est que le début. » Le cœur d'Adrien s'était serré. Il n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Autour d'eux, les murmures s'étaient intensifiés. Quelques témoins avaient sorti leur téléphone. D'autres chuchotaient à voix basse. L'incident se propageait rapidement et Adrien n'avait aucun moyen de s'en sortir. Juste à ce moment-là, une voix l'avait tiré de ses pensées. C'était le juge en chef du tribunal, un homme sévère d'une 60aine d'années, qui avait assisté à tout l'échange. Agent Scott avait tonné la voix du juge en chef dans le couloir, aiguë et autoritaire. « Vous devez vous présenter à mon bureau immédiatement. » L'estomac d'Adrien s'était tordu. Son cœur battait à tout rompre sous le poids de la situation. Il avait bégayé en essayant de se défendre. « Je n'ai rien fait de mal, je faisais juste mon travail. » Mais le juge en chef l'avait interrompu d'une voix tranchante et froide. « Votre travail n'est pas de manquer de respect et de destituer un fonctionnaire du gouvernement. Maintenant, allez à mon bureau. » Adrien était resté là, abasourdi. Son esprit était flou. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Mais il n'avait pas le choix. Il devait partir, et il savait qu'une fois ses portes franchies, rien ne serait plus jamais comme avant. Ses jambes lui semblaient faites de plomb alors qu'il marchait péniblement dans le couloir menant au bureau du juge en chef. La tension dans l'air était suffocante. Chaque pas lui paraissait plus lourd que le précédent. Son esprit ne cessait de rejouer le moment où le docteur Emily Carter avait révélé sa véritable identité, directrice adjointe de la Sécurité fédérale, un haut fonctionnaire du gouvernement. Le poids de son erreur augmentait à chaque seconde. Il avait toujours cru que son uniforme et son badge lui donnaient l'invincibilité. Mais à présent, avec tout le palais de justice tourné vers lui, et la réalité de ce qu'il avait fait qui s'installait, il se sentait plus exposé que jamais. Sa fierté s'était brisée. Les conséquences débutaient. Le bureau du juge en chef était froid et silencieux lorsqu'il était arrivé. En entrant, plusieurs fonctionnaires du tribunal l'attendaient déjà. La poitrine d'Adrien s'était resserrée lorsqu'il avait été introduit dans la pièce. Tous les regards étaient braqués sur lui. Le poids de leurs yeux était écrasant. « Asseyez-vous, officier Scott », avait ordonné le juge en chef. Adrien avait obéi, le front déjà perlé de sueur. Il voulait parler pour se défendre, mais aucun mot n'était venu. Que pouvait-il dire pour justifier ce qu'il avait fait? Au fond de lui, il savait qu'il n'y avait aucune excuse. Après un long silence inconfortable, le juge en chef avait finalement parlé. « Nous avons déjà reçu un message du bureau de la Sécurité fédérale. J'ai été informé de vos actions aujourd'hui. Comprenez-vous l'ampleur de ce que vous avez fait?
Adrien avait tenté de répondre, mais aucun son n'était sorti. Il avait simplement hoché la tête. Sa gorge était sèche. Ses pensées, embrouillées. Le ton du juge en chef s'était durci. Vous avez destitué de force un fonctionnaire du gouvernement. Comprenez-vous la gravité de cela? Le visage d'Adrien s'était empourpré. Il avait supposé qu'elle n'était qu'une civile parmi d'autres. Mais à la réaction de la salle, il avait compris à quel point il s'était trompé. Des murmures s'étaient répandus, des téléphones avaient vibré. Les médias s'étaient déjà emparés de l'histoire. En moins d'une heure, ces actions avaient déclenché un scandale. La porte s'était ouverte. Jonathan Pierce était intervenu, le regard sombre. Adrien, avait-il dit, non pas en colère, mais avec déception. Je t'avais prévenu. Je faisais mon travail, avait murmuré Adrien. Non, avait répondu Pierce. Ton travail est de protéger, pas d'humilier. Tu as rompu ton serment. Dehors, la vidéo était devenue virale. Les militants s'étaient rassemblés, les gros titres avaient explosé. Le nom d'Adrien était en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Son téléphone avait vibré, les appels affluaient. Un collègue avait écrit « Les supérieurs sont furieux ». Au matin, tout avait changé. À l'intérieur du poste, le respect avait laissé place au silence. Même les plus proches alliés s'étaient montrés froids. « Ils viennent te chercher », avait dit quelqu'un. C'est fini. Plus tard, l'inspecteur en chef l'avait convoqué. Une pile de plaintes pour inconduite raciale avait été déposée sur le bureau. Nous les avons depuis des années, avait dit le chef. Hier les a rendues impossibles à ignorer. C'est la fin. Adrien n'avait pas parlé. Les conséquences étaient là, et il n'y avait aucune issue. Pendant ce temps, dans un autre commissariat, une voix avait appelé. Sergent Eric Masson. Le sergent avait levé les yeux pour voir Nathan Cole debout dans l'embrasure de la porte, la mâchoire contractée. Ce n'était pas une affaire de routine, c'était au sujet de sa femme. Masson était apparu quelques instants plus tard. Sa confiance avait vacillé en voyant Nathan. « Je suis Nathan Cole », avait-il dit d'une voix ferme. « Vous avez ma femme en cellule. Libérez-la. Maintenant. » À l'intérieur, Tiana Cole était assise, menottée, toujours impassible. Mais à l'intérieur, elle bouillait. La porte s'était ouverte. Elle n'avait pas bougé. Nathan était entré, les yeux plongés dans les siens. Et, avait-elle dit doucement, un mot lourd de sens. Nathan s'était accroupi pour examiner ses poignets. Sa mâchoire s'était serrée. Ils ne les ont pas enlevés. Ils attendent un superviseur, avait répondu Tiana. C'est le protocole pour les femmes noires qui achètent des livres. Nathan avait expiré, profondément. Je reviens tout de suite, avait-il dit. À l'audience pour Adrien Scott, le verdict avait été sans appel. Adrien Scott avait été reconnu coupable de fautes répétées. La voix du conseil avait été ferme. Vous êtes définitivement renvoyé. Votre comportement est inacceptable. Adrien était resté silencieux. Aucune défense. Aucune excuse. Son badge envolé, sa carrière détruite. Un officier lui avait tendu une boîte. Adrien y avait déposé son badge et son arme, les mains tremblantes. C'était fini. Dans le couloir, Lorraine Bennett observait. Son regard était calme et inébranlable. La justice avait été rendue. Les journalistes l'avaient entouré dehors. Les caméras clignotaient. Le regrettez-vous ? Avait demandé l'un d'eux. Qu'est-ce que ça fait d'être renvoyé ? Avait lancé un autre. Adrien n'avait rien dit. Il n'avait pas pu. Son esprit avait été trop engourdi, son corps trop lourd sous le poids de ce qui s'était passé. Il avait traversé la foule de journalistes, la tête baissée, sachant que quoi qu'il ait pu dire, personne n'aurait voulu l'entendre. Sa réputation avait été détruite. Les conséquences de ses actes l'avaient finalement rattrapé. Alors qu'il était sorti du commissariat pour la dernière fois, Adrien s'était arrêté dehors. Il s'était tenu là, fixant le bâtiment qui avait été sa maison pendant plus d'une décennie. Le poids de sa perte s'était abattu sur lui comme une force physique. Il avait cru, autrefois, qu'il était invincible, que le badge sur sa poitrine lui conférait du pouvoir sur les autres. Mais à cet instant, debout devant ce bâtiment, il avait réalisé à quel point il s'était trompé. Le monde avait changé, et lui aussi. Mais il était trop tard. Le docteur Emily Carter lui avait montré ce que signifiait la véritable autorité. Et à la fin, c'était la loi de la justice qui l'avait rattrapé. Et Adrien Scott n'oublia jamais le prix de son arrogance. Les pas de Nathan Cole avaient été vifs et délibérés alors qu'il marchait dans le couloir, chaque pas résonnant sur les murs stériles du commissariat. Le bâtiment entier avait semblé immobile en sa présence.
Les officiers avaient levé les yeux de leur bureau. Certains avaient chuchoté. D'autres avaient simplement détourné le regard, mais personne n'avait osé l'arrêter. Il n'avait pas frappé lorsqu'il avait atteint le bureau du sergent. Il avait simplement poussé la porte. Le sergent Eric Mason se tenait derrière son bureau, faisant semblant d'examiner un dossier, mais la tension dans son geste le trahissait. Il avait levé les yeux, essayant de s'accrocher au dernier lambeau d'autorité qu'il pensait avoir. Nathan n'avait pas perdu de temps. « Tu vas entrer dans cette cellule de détention », avait-il dit d'une voix basse et précise, chaque mot mesuré comme une arme. « Et tu vas déverrouiller ses menottes. Ensuite, tu vas dire son nom, et tu vas t'excuser pour chaque seconde qu'elle a passé là-dedans à cause de ton arrogance. » La bouche de Mason s'était ouverte, mais aucun mot n'en était sorti. Il était resté coincé par la vérité, dépouillé de son pouvoir. Ce n'était pas le protocole, avait ajouté Nathan. C'était du profilage, et je ne l'aurais pas laissé passer. Il y avait eu un silence, juste le léger bourdonnement d'un plafonnier au-dessus. Finalement, Mason avait bougé. Lentement, à contre-cœur, il avait attrapé le cadenas à sa ceinture et avait passé devant Nathan sans un mot. Nathan l'avait suivi dans le couloir, sa présence se profilant comme un nuage d'orage. À la porte de la cellule, Mason avait hésité. Sa main avait légèrement tremblé lorsqu'il avait déverrouillé la porte et était entré. « Tiana Cole », avait-il murmuré en évitant le contact visuel. « Tu es libre de partir. »« Je suis désolé. » Tiana s'était levée lentement. Elle ne l'avait pas regardé. N'avait pas parlé. Elle avait simplement tendu les poignets. Mason avait retiré les menottes, et Tiana avait pris une lente inspiration délibérée en frottant les marques rouges laissées derrière. Sans un mot de plus, elle l'avait dépassé. Nathan attendait juste à l'extérieur. Quand leurs regards s'étaient croisés, il n'y avait pas eu besoin de conversation. Tout ce qu'ils avaient eu à dire était déjà compris. Alors qu'ils étaient sortis ensemble du commissariat, l'air extérieur l'avait frappé comme une vague de clarté. Les caméras commençaient à se rassembler. Les journalistes criaient des questions. Mais Tiana ne s'était pas arrêtée. Elle n'avait pas eu besoin d'un micro pour être entendue. Le monde allait savoir ce qui s'était passé ici, et cela ne se reproduirait plus. Des semaines après l'incident, les conséquences n'étaient pas encore réglées. La vidéo de l'arrestation de Tiana était devenue virale, suscitant l'indignation à travers le pays. Les médias ne s'en étaient pas souciés uniquement parce qu'elle était l'épouse d'un haut fonctionnaire du FBI. Tiana était devenue un symbole pour les femmes noires constamment interrogées, rejetées et violées simplement parce qu'elles existaient dans des endroits que d'autres jugeaient interdits pour elles. Tiana avait choisi de ne pas rester silencieuse. Elle avait commencé à parler dans des forums, acceptant des interviews, partageant son histoire dans les universités et les sommets sur la réforme de la justice. Mais elle n'avait pas parlé en tant que victime. Elle s'était levée en tant que survivante, une voix claire. « Je n'ai pas été la première », avait-elle déclaré lors d'un événement public. « Et si nous ne faisons rien, je ne serai pas la dernière. » Pendant ce temps, Nathan continuait son travail au FBI, mais s'était discrètement investi dans des enquêtes internes et des réformes systémiques. Il avait assisté à de longues réunions, rédigé des rapports détaillés et témoigné lors d'audiences, saisissant chaque occasion de faire bouger les choses. Et chaque effort avait commencé pour une seule raison, Tiana. Des mois plus tard, la ville d'Alexandrie avait annoncé une série de réformes policières. Nouvelle formation contre les billets, surveillance indépendante des arrestations et système de réponse communautaire amélioré. Si certains avaient qualifié cela de réaction excessive, de nombreuses femmes, en particulier noires, y avaient trouvé force et espoir grâce au courage de Tiana. Les changements n'avaient pas effacé ce que Tiana avait enduré, mais ils avaient prouvé une chose, le silence n'était jamais une option. Et lorsqu'une personne se levait, des milliers d'autres pouvaient se lever derrière elle. Tiana n'avait pas choisi ce combat, mais elle en avait fait un héritage. Un héritage de justice, un héritage d'éveil. De cette histoire, nous avions appris qu'un seul moment d'injustice pouvait révéler l'amère vérité derrière un système que nous croyions défendre la justice. Une femme noire, n'ayant rien fait de mal, avait été entraînée dans une tempête de préjugés simplement parce qu'elle se trouvait à un endroit jugé inapproprié. Et un homme, malgré son autorité et son pouvoir, était resté impuissant lorsque celle qu'il aimait avait été blessée par le système même qui l'avait servi. Le message n'avait pas été seulement une question de résistance, mais d'éveil. Nous avions eu besoin de changement, non pas par la seule indignation, mais par des actions concrètes. Exiger la transparence, garantir une surveillance indépendante, enseigner les droits humains et comprendre les préjugés. En commençant, dès cette époque, dans nos propres communautés, au cours des 5 années suivantes, nous aurions pu construire les bases de systèmes plus justes et d'une application de la loi plus responsable et empathique. Le racisme va-t-il disparaître d'ici 2050 ? Peut-être pas entièrement.
Mais si chacun ait cessé de se taire face à l'injustice, si chaque communauté choisirait la vérité plutôt que la peur, alors l'espoir ne serait plus resté naïf. Il deviendrait quelque chose d'atteignable. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.